Bon, je vais avoir un peu de mal à vous dire des choses un peu nouvelles par rapport à tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent, finalement. Alors, bon, ce que je regrette, mais c'est qu'on soit plutôt entre nous, mais bon, c'est pas grave. La caméra nous permettra de d'essaimer et de diffuser les... Voilà, alors... RPIB en officine. Alors, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais dans ma présentation, je vais commencer plutôt par pourquoi non. On verra pourquoi oui, et puis une conclusion. Pourquoi non? Parce que les pharmaciens, ça a été dit tout à l'heure, mais collectivement on progresse, chacun est dans ses représentations. C'est-à-dire que c'est pas le rôle des pharmaciens, le RPIB, on fait ça très bien, les structures, les centres, les infirmiers formés, etc., etc., tout le monde fait ça très bien. Donc les pharmaciens, c'est pas leur rôle. Évidemment, c'est pas applicable au comptoir. Une pharmacie, on vend des médicaments, vous faites que de la distribution de produits, donc c'est pas du tout applicable au comptoir. On n'est pas formé. On n'est pas formé, évidemment, c'est pas jusqu'à présent dans notre cursus universitaire, donc on n'est pas formé à ce jour. Alors les pharmaciens, on peut dire on n'a pas le temps, il n'y a pas de valorisation, on revient toujours à ces questions, mais c'est des vraies questions. Donc tout ça, c'est des arguments qu'on entend fréquemment et qui reviennent systématiquement, peut-être de moins en moins quand même, je l'espère, mais quand on parle d'évolution de missions ou de tâches confiées aux pharmaciens. Donc pourtant, donc je vois avec plaisir que l'université avance aussi à ce niveau-là. Mais on a commencé, nous, par exemple, juin 2011, à Niort, on a été 15 à se former, 15 pharmaciens libéraux, ça fait quand même plus de 10% de la population des pharmaciens du département des Deux-Sèvres. Donc c'était un appui logistique, enfin c'est les mêmes choses que ce qui vous a été présenté avant, parce que les intervenants sont les mêmes, finalement, cette initiative du RESPAD. La formation a été assurée par M. Michaud et Mme Lécalier, qui sont des gens du IPSA, voilà, qui sont des références en alcoologie. Alors, ça, c'est le constat. Donc, pourquoi moi je pense qu'il est important que l'intervention brève et le repérage précoce soient donnés, soient utilisés par les pharmaciens et leurs équipes. Hein. N'oublions pas nos équipes, nos adjoints et les préparateurs. Parce que ça a été dit encore une fois, mais on le répète systématiquement, donc c'est encore vrai aujourd'hui, j'espère que ça sera encore vrai demain, c'est-à-dire que le pharmacien, ça reste le lieu de santé, la pharmacie, le plus accessible au plus près des populations. Sans rendez-vous, vous le savez tous, prendre un rendez-vous, ça peut être compliqué. Voilà. Donc la pharmacie, c'est vraiment la porte d'entrée dans le monde de la santé, facilement accessible. Le pharmacien, évidemment, de sa formation initiale, est formé aux produits et substances. On a quelques notions, alors moi je suis un peu vieux maintenant, mais je pense que ça a été évoqué notamment à Perpignan par un des intervenants qui est là j'ai vu, j'ai aperçu. On a encore un petit peu plus d'heures de formation initiale sur l'addicto que peut-être les étudiants en médecine à ce jour. Semble-t-il. Moi, c'est ce qui avait été présenté à Perpignan la dernière fois. Donc, le travail des pharmaciens et les missions des pharmaciens aujourd'hui sont en plein bouleversement. Je crois qu'il faut que tout le monde en soit conscient, c'est-à-dire que alors les missions, et j'ai mis ainsi que les locaux. Ça a été évoqué tout à l'heure, on parle maintenant d'entretien pharmaceutique, de prise en charge des patients sous AVK. C'est une nouvelle façon de travailler, c'est être en face à face avec un patient, chose qui n'était pas de la pratique habituelle dans un local. Alors on appelle ça un espace de confidentialité. Je crois que les gens qui vont faire ça plutôt bien, il ne faut pas se leurrer, ça sera alors on va dire un bureau. Ça choquera personne. Ça se fera dans un bureau en tête-à-tête.
Ça, c'est pour vous montrer la modification du travail de pharmacien. Je crois que c'est quelque chose dont il faut vraiment s'imprégner. Alors, là encore, ce sont des souhaits. J'espère que ces modifications, la profession aura économiquement les moyens de mettre ça en place. Ça ne dépend pas de moi, mais on aura à terme, j'en suis intimement persuadé, 2 types d'officines. J'allais dire les pharmacies bazar dont l'objet est de vendre, je ne sais pas, le plus de Synthol ou je ne sais pas quoi, enfin voilà. Et puis les pharmacies qui seront vraiment concentrées sur leur cœur de métier, qui sont la prise en charge des patients, que ce soit les patients diabétiques, les insuffisants cardiaques, etc. Et puis aussi les gens qui ont besoin d'un contact avec un monde de la santé, et les usagers de drogue sont des gens tout à fait éligibles à cette prise en charge par les pharmaciens. Mais je pense dans certaines pharmacies, ça c'est une parole privée quand je dis ça, voilà. Donc, pour revenir aux pharmaciens, évidemment, on dispense les traitements aux patients sous traitement. Tous les traitements. Vous savez, quand on parle là, la formation RPIB que nous on a suivie, comme ce qui a été présenté, le point d'entrée, c'est souvent l'alcool, parce que c'est un élément important et qui est encore assez tabou. Mais en pharmacie, on délivre toutes les 4 semaines à nos patients habituels les mêmes hypnotiques. Toutes les 4 semaines, puisque toutes les 4 semaines, ces gens sont obligés d'aller voir leur médecin traitant qui refait une ordonnance toutes les 4 semaines. Donc, et toutes les 4 semaines, 12 mois par an, alors je ne sais pas combien ça fait fois 4 semaines, enfin ça en fait un peu plus de 12, et ainsi de suite. Je veux dire que donc, il y a des portes d'entrée à l'accroche aux patients. Donc le RPIB, moi j'ai retenu ça parce que je ne suis pas le RPIB, j'ai suivi la formation. Je ne suis pas un théoricien du RPIB, j'ai pris ça par cette formation, donc des techniques simples de questionnement, assez encadrées finalement, assez standardisées dans l'esprit, mais donc on n'est pas dans le conseil. L'intérêt, c'est d'arriver à ce que le patient ou la personne qui est en face de nous arrive à sentir que peut-être elle va pouvoir tirer un bénéfice à aller plus loin là-dessus. C'est par exemple, mais ça on le fait tous, on a été formé beaucoup aux substituts nicotiniques, à la prise en charge du tabac, pas encore aux cigarettes électroniques d'ailleurs, ça c'est un autre problème, mais la délivrance d'un traitement pour une angine, etc., c'est vrai que maintenant, une femme enceinte, on est quasiment maintenant habitué à demander à la personne en face de nous si elle fume. Voilà, point. C'est-à-dire que c'est déjà une porte d'entrée. Donc on peut imaginer aussi des tas de choses avec le RPIB, avec ces techniques simples, pour rentrer en contact avec des patients qui souffrent ou des personnes qui ne sont pas forcément des patients d'ailleurs, des gens qui souffrent d'un problème, que ce soit l'alcool ou autre chose. Donc l'importance de la formation, c'est évident. Alors au-delà de la formation, la mise en pratique, ça c'est fondamental parce que c'est comme tout, hein, il faut en permanence remettre le métier sur l'ouvrage pour être un petit peu bien là-dessus. Alors ça a été dit dans votre présentation tout à l'heure et moi je le ressens aussi, il faut lever ses propres inhibitions de soignants dans le RPIB, c'est-à-dire qu'il faut... On pense toujours, et l'alcool pour moi c'est vraiment le sujet le plus difficile à appréhender directement avec les gens. Mais je pense que les médecins, et pour en avoir échangé pas mal avec eux là-dessus, les médecins généralistes ont aussi cette problématique. L'alcool, pour plein de raisons, on a un peu de mal. Donc il faut sûrement lever ces inhibitions là-dessus de soignants. Amener à la réflexion, effectivement, nous, dans notre pratique professionnelle de pharmacien, ça peut être fait, mais 50, en des équipes, ça peut être fait 50, 100 fois, 150 fois par jour, parce qu'on délivre des médicaments quand même, ou des conseils, ou voilà, on n'est jamais on n'est pas des boulangeries encore, quoi. Donc, voilà. Donc, pour moi, tout ça pour dire que, évidemment, le RPIB, oui, bien sûr, mais avec quelques prérequis. Et vous l'avez dit aussi, c'est-à-dire que derrière, il faut pouvoir, repérage, il faut être capable d'orienter, donc ne jamais rester seul. C'est-à-dire que, évidemment, qu'est-ce qu'on fait une fois? C'est comme quand on prend une glycémie. Hein,
à qui on envoie, donc l'importance du travail en réseau, là encore, systématiquement, le travail en réseau, ça me paraît fondamental. Donc, reconnaissance et la place de chacun des acteurs. Le monde de la santé, on le sait tous, c'est quand même assez extraordinaire, mais chaque fois qu'on donne une mission à l'autre, on pense qu'on prend au voisin. Non, il y a de la place pour tout le monde et les patients seront mieux pris en charge, ça c'est clair. Donc l'orientation, c'est important. Donc voilà, en fait, ce que je voulais vous dire sur le RPIB de manière très simple et pratique. Merci beaucoup Bernard pour ta présentation. Très complémentaire. Ça ne connaît pas très loin. Vous voulez peut-être prendre on peut prendre quelques questions si vous souhaitez pour. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené à demander une formation au RPIB? Non, c'est l'histoire. C'est-à-dire que quand on s'intéresse un petit peu à la dicto et à notre métier et à l'évolution de notre métier, c'est ça. C'est-à-dire que c'est évidemment une porte d'entrée fantastique. Une porte d'entrée simple et fantastique à entrer en contact avec des gens qui, au départ, n'ont peut-être pas envie de parler de ça. Et puis, la première fois où on en parle, c'est peut-être pas le jour. C'est comme l'échange de seringues pour moi. C'est-à-dire que on donne un kit propre. Bon, et puis on sait tous quand on a fait et quand on a pratiqué que on a des gens qui un jour commencent à vous montrer un petit peu des abcès qui vont pas bien, quoi. Donc et puis après on rentre dans un circuit. Pour moi c'est la même démarche. Enfin, ici il y a Stéphane Robinet qui est très branché sur aussi tous ces programmes, etc., qui je pense voilà, on a vraiment un rôle de porte d'entrée dans un système de soins, quoi, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas des distributeurs. Donc le RPIB, c'est un outil supplémentaire. Voilà. Et puis, je connais bien le RESPAD. Donc... Je crois que tu dis, le dernier mot, là, c'est par RESPAD, mais outil, je pense que c'est le plus important. Le RPIB, c'est l'outil, quoi. C'est l'outil pour effectivement entrer en contact avec des gens, que ce soit tabac, alcool, tu l'as dit. C'est l'outil de l'auto ou de l'hétéro-questionnaire, comme on veut l'utiliser d'ailleurs, qui de lui-même diminue spontanément les consommations d'alcool chez les personnes qui le passent. On a 20% de réduction de la consommation d'alcool. Le RPIB, c'est un outil efficace dans bien des dimensions, dans bien des situations, pour beaucoup de patients. Tu dis que tu ne connais pas la théorie, mais en même temps, tu l'expliques très simplement et très facilement dans ton discours. C'est-à-dire qu'on entend tout, on entend les questions ouvertes, on entend la valorisation, on entend l'écoute réflexive, on entend voilà, tout ce qu'il y a derrière le RPIB, tu l'as dit sans le dire. Donc on voit bien que c'est une pratique que tu as parfaitement intégrée dans ton exercice quotidien. Et effectivement, je crois que et là je reprendrai ce que disait aussi Stéphane Robinet tout à l'heure, c'est vraiment... On doit aujourd'hui, les pharmaciens doivent, en tant qu'acteurs de santé publique, en tant qu'acteurs de soins, doivent s'emparer du RPIB et le faire systématiquement. Et c'est pas une question effectivement de volontariat, c'est pas une question de valorisation ou pas. Non, ça doit être obligatoire, ou tout du moins systématique. Et je reprends cette planche-là qui me paraît importante, parce que c'est les mêmes conclusions que pour l'échange de seringues. C'est ça, c'est s'impliquer, ne pas rester seul, travailler en collaboration sur une zone géographique, reconnaissance de la place et du rôle de chacun des acteurs. Je crois que finalement, toutes les implications du pharmacien dans le champ des addictions reprennent ces grandes thématiques. Ouais, juste répondre à ça, parce qu'en fait, là, c'est une histoire de méthodologie, c'est une recherche-action qui est financée par la Direction générale de la santé. En fait, voilà, il y a 3 facultés pilotes, en fait, donc il y a Amiens, Paris 11, Clermont-Ferrand, qu'on a choisi comme étant suffisamment espacés pour pas qu'il y ait en même temps d'interférence entre les 3 facultés. Il y a 20 étudiants formés par promotion, ce qui permet de faire en fait une session de formation qui est limitée à 20 étudiants.
À Amiens, par contre, il y a une vraie chance, c'est qu'effectivement, grâce à Judith André et à Michael Nassila, il y a la possibilité de former l'ensemble de la promotion et de sensibiliser l'ensemble de la promotion et surtout faire une formation de formateurs en 2014. Donc, ça veut dire qu'après, ensuite, ils pourront eux-mêmes continuer à former au RPIB les étudiants en 6e année. Donc là, il y a une vraie décision tout de suite, un engagement universitaire pour que ça continue. Mais sinon, sur la recherche-action, oui, c'est 3 universités, 3 fois 20 personnes, un groupe témoin, un groupe contrôle, enfin bon, voilà. Et on évalue ça dans un an. Conseil test. Comme je... Pour les résultats maintenant, enfin, en tout cas pour la suite, c'est un travail qui est engagé là fin 2013, qu'on va continuer en 2014. Je vous disais, donc l'idée c'est de se réunir toutes les personnes intéressées, je veux dire sur 2014 pour fin 2014 faire une journée thématique et puis j'espère aussi d'ici là pouvoir rédiger une sorte de guide de bonne pratique du pharmacien dans le champ des addictions qui reprenne aussi bien ce qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, c'est les TSO qui sont quand même un axe d'implication fort des pharmaciens depuis de nombreuses années. Les programmes d'échange de seringues en pharmacie, le RPIB. Voilà, c'est 3 grands thématiques de travail dans le champ des addictions qu'on arrive dessus à bien capitaliser, à valoriser tout le travail effectué des uns et des autres, et puis à communiquer dessus de manière suffisamment lisible l'année prochaine, d'ici donc une bonne année maintenant. Oui, vous savez, le gros problème des pharmaciens, c'est de faire valoir ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est tous très timides, très... Voilà. Oui, oui. Reconnaissance et place du rôle de chacun des acteurs. Hein, et ça, c'est un vrai combat. Hein. Mais... Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je vous remercie de votre présence jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés, je remercie encore une fois Michel Lemonnier, Bernard Pénicaud, Younes Sayag et Judith André pour véritablement, je pense, des interventions de grande qualité qui font office de formation, d'où le lapsus. Et je vous invite à valoriser ces interventions au sein de vos réseaux. Et j'espère véritablement que vous allez réussir à essaimer pour que toutes ces actions d'implication du pharmacien soient plus visibles, plus lisibles dans la cité. Merci beaucoup.